Mes parents ont dit, tu ne fais plus partie de cette famille. Ne reviens pas, je suis resté là, pétrifié, à fixer la porte verrouillée, la clé inutile dans ma main. Puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un email urgent de leur avocat. Nous avons un problème, appelez immédiatement. Je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et je suis l'enfant du milieu de la prestigieuse famille Dubois de Paris. En grandissant, je me suis toujours senti comme le mouton noir, ne correspondant jamais tout à fait au moule que mes parents avaient façonné. Lorsque j'ai réussi l'examen d'entrée au barreau le mois dernier au lieu de rejoindre l'entreprise familiale, j'ai pensé qu'ils pourraient enfin être fiers. J'avais tort. Hier soir, je suis rentré à la maison pour un dîner de famille célébrant les fiançailles de mon frère. Au moment où j'ai franchi ces portes familières, j'ai senti la tension. Je n'aurais jamais imaginé qu'au dessert, mes parents me regarderaient dans les yeux et prononceraient ces mots qui ont tout changé. Grandir dans le 16e arrondissement signifiait plus que d'avoir une adresse prestigieuse. Notre hôtel particulier de 5 étages donnait sur un immense jardin privé à la française. Son intérieur était rempli d'antiquités et d'œuvres d'art qui appartenaient à la famille Dubois depuis des générations. Mon père, Jacques Dubois, a fait de Dubois Immobilier un empire valant des centaines de millions d'euros. Ma mère, Éléonore, venait elle-même d'une famille de vieille fortune et gérait l'image de notre famille avec précision et calcul. Dès que nous avons pu comprendre les mots, mes frères et sœurs et moi savions ce qu'on attendait de nous. Les enfants Dubois allaient au prestigieux lycée Janson de Sailly, puis à HEC Paris, avant de rejoindre l'entreprise familiale. Mon frère aîné, Thomas, a suivi ce chemin à la perfection. Mesurant 1,83 m, avec la mâchoire forte de notre père et le charme de notre mère, il a été préparé dès le premier jour à prendre la relève. Il excellait dans tout, de la voile à la finance, nouant des liens avec les bonnes personnes et sortant avec les bonnes filles. Ma sœur cadette, Camille, était la rebelle de la famille, mais d'une manière finalement acceptable. Elle a choisi Sciences Po au lieu d'HEC, a étudié l'histoire de l'art au lieu des affaires, mais a tout de même maintenu les bonnes relations sociales et est sortie avec le fils d'un des partenaires de golf de mon père. Ces rébellions mineures étaient tolérées car elles ne menaçaient jamais vraiment l'image de la famille. Et puis il y avait moi. Dès mon plus jeune âge, j'ai remis en question des choses que les autres acceptaient. Pourquoi avions-nous tant alors que d'autres avaient si peu? Pourquoi l'apparence comptait-elle plus que le fond? Pourquoi la famille faisait-elle des dons à des œuvres de charité mais parlait-elle avec mépris des personnes que ces œuvres aidaient? À 16 ans, j'ai fait du bénévolat dans un centre d'aide juridique pour un projet scolaire. Voir ces avocats aider des gens qui n'avaient personne d'autre vers qui se tourner a allumé quelque chose en moi. J'ai vu un chemin qui avait un sens au-delà des marges de profit et du statut social. Quand est venu le temps des études supérieures, je suis quand même allé à l'université Panthéon-Assas comme prévu, mais je me suis concentré sur le droit plutôt que sur les affaires. Les disputes étaient sans fin. Mon père frappait du poing sur la table en acajou de la salle à manger, son visage prenant cette nuance particulière de cramoisie, réservée à mes transgressions. Ma mère était plus subtile, mais tout aussi dévastatrice. Elle soupirait profondément et disait des choses comme « Nous t'avons donné tous les avantages, Marie. Pourquoi insistes-tu à nous décevoir ?» Pourtant, ils ont financé mes études, espérant peut-être que je reviendrais à la raison. J'ai excellé sur le plan académique, diplômé avec la mention très bien, pensant que mes réussites pourraient enfin leur valoir leur respect. Au lieu de cela, ma mère a simplement dit « Quel gâchis d'un esprit brillant pour les affaires » quand je lui ai annoncé que j'avais été accepté à l'école de formation du barreau. Tout au long de mes études de droit, notre relation est devenue de plus en plus tendue. Chaque dîner de fête devenait un champ de bataille. Même s'ils payaient mes frais de scolarité et le loyer de mon appartement à Saint-Germain-des-Prés, ils ont clairement indiqué que c'était un investissement dont ils attendaient un retour. Finalement, ils pensaient que je verrais la raison et rejoindrais Dubois Immobilier en tant que leur conseillère juridique interne, au minimum. Mais plus j'en apprenais sur le droit, plus j'étais attiré par le travail d'intérêt public. Pendant mes étés, alors que Thomas faisait des stages dans des banques d'investissement et que Camille visitait des galeries européennes, je travaillais dans des organisations à but non lucratif aidant les survivantes de violences domestiques à naviguer dans le système juridique. Lorsque j'ai réussi l'examen du barreau le mois dernier, j'ai pensé qu'il pourrait peut-être enfin être fier. J'avais accompli quelque chose de difficile, de significatif. J'avais des opportunités dans plusieurs cabinets prestigieux, mais je penchais pour un poste dans un centre d'aide juridique similaire à celui qui m'avait inspiré des années auparavant. La veille du dîner fatidique, je me tenais devant mon immeuble, le téléphone à la main, le cœur battant, alors que j'appelais ma mère pour lui annoncer la nouvelle.
Serais-tu d'accord pour ajouter cette réussite au carnet mondain, ai-je demandé, faisant référence à la rubrique qu'elle alimentait dans le Figaro. Marie, dit-elle avec ce froid familier dans sa voix, réussir un examen que des milliers de personnes réussissent chaque année n'est guère digne d'intérêt. Maintenant, les fiançailles de Thomas avec Stéphanie Laurent, voilà quelque chose qui vaut la peine d'être célébré. J'aurais dû savoir alors que le dîner serait désastreux. Stéphanie Laurent était la fille d'un des plus proches associés de mon père. Leur union fusionnerait deux familles puissantes, créant de nouvelles opportunités pour Dubois Immobilier de s'étendre sur les marchés internationaux. Pourtant, je m'accrochais encore à l'espoir. En arrivant à la maison familiale ce soir-là, je portais une robe bleu marine conservatrice que ma mère avait un jour complimentée, j'avais coiffé mes cheveux foncés en vague lisse qu'elle préférait à mes boucles naturelles. Je portais même les boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait laissées, un petit rappel du seul membre de la famille qui m'ait jamais vraiment accepté. En montant les marches de granit vers l'imposante porte d'entrée, j'ai touché ces perles pour me donner du courage. J'ai pensé naïvement que peut-être cette fois serait différente. Peut-être que cette fois, il me verrait. La salle à manger de la famille Dubois était un monument à la vieille fortune. Un lustre en cristal pendait au-dessus d'une table en acajou pouvant accueillir 20 personnes, bien que ce soir-là, elle ne soit dressée que pour 6. Le cristal baccarat brillait sous la lumière, se reflétant sur des couverts en argent Christophe qui appartenaient à la famille depuis 4 générations. Des fleurs fraîches du jardin de ma mère remplissaient le vase antique au centre, leur parfum se mêlant à l'arôme de n'importe quel repas gastronomique que notre chef privé avait préparé. J'étais la dernière à arriver. Thomas se tenait près de la cheminée, un bras autour de sa nouvelle fiancée. Stéphanie Laurent était exactement le genre de femme que mes parents approuvaient, grande, blonde, impeccablement vêtue d'une tenue de créateur qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Elle était diplômée de l'école du Louvre et travaillait dans une galerie prestigieuse appartenant à un ami de la famille. Son père dirigeait Laurent International, un conglomérat de transport maritime qui pouvait ouvrir de nouveaux marchés pour Dubois Immobilier. Ma sœur Camille était assise à table, déjà en train de faire défiler son téléphone, l'air ennuyé. À 25 ans, elle avait maîtrisé l'art de paraître désintéressée tout en ne manquant rien. « C'est gentil à toi de te joindre à nous, Marie, dit mon père en regardant sa montre Patek Philippe. J'étais en fait 5 minutes en avance, mais dans la maison Dubois, être en avance signifiait 15 minutes avant l'heure indiquée. Ma mère m'a fait la bise, en prenant soin de ne pas tacher son maquillage parfait. « Tu aurais pu faire quelque chose de plus avec tes cheveux », a-t-elle murmuré en s'écartant. Thomas a fait avancer Stéphanie. « Marie, tu te souviens de Stéphanie ?»« Bien sûr. »« Bien sûr, ai-je dit, bien que nous ne nous soyons rencontrés que 2 fois lors de galas de charité. Félicitations pour vos fiançailles. »« Merci, » répondit Stéphanie avec une chaleur étudiée. Thomas m'a tant parlé de toi et de tes choix de carrière uniques. L'accent subtil sur unique ne m'a pas échappé. Dans notre cercle social, le droit d'intérêt public était considéré comme du bénévolat, pas une vraie carrière. Le dîner est servi, annonça Jean-Louis, notre majordome depuis 30 ans, en tenant la porte pour le personnel de service. Nous avons pris nos places à table. Mon père en bout de table, ma mère à l'autre bout, Thomas et Stéphanie d'un côté, Camille et moi de l'autre. Le premier plat a été servi, une délicate bisque de homard qui coûtait probablement plus que ce que mes potentiels clients de l'aide juridique gagnaient en une journée. Thomas, raconte à Marie la demande en mariage, a incité ma mère alors que nous commencions à manger. Elle adore entendre parler de gestes romantiques. N'est-ce pas, ma chérie? J'ai hoché la tête, bien que la romance n'ait jamais été un sujet que nous discutions. Thomas s'est lancé dans le récit de sa demande en mariage à Stéphanie sur son yacht privé en Méditerranée, avec un violoniste venu de Vienne en avion et un chef étoilé Michelin pour préparer le dîner. Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué que mon père me regardait avec ce regard calculateur que je connaissais si bien. Il attendait que je dise quelque chose d'inapproprié, que je révèle mes valeurs erronées, comme il les appelait. Quand Thomas a fini son histoire, j'ai souri et dit, « Ça a l'air charmant. Je suis heureuse pour vous deux. » Un bref regard de déception a traversé le visage de mon père. Il voulait que je m'oppose, pour lui donner une excuse. Le plat principal est arrivé, un magret de canard parfaitement saisi avec une réduction de cerises. Alors que la conversation tournait autour des plans de mariage, j'ai vu une occasion de partager mes propres nouvelles. J'ai réussi l'examen du barreau, ai-je dit pendant une brève accalmie. J'aimerais vous remercier tous les deux de m'avoir soutenu dans mes études,
même si je sais que ce n'était pas le chemin que vous auriez choisi pour moi. La table est devenue silencieuse. Ma mère a siroté son vin. Mon père a coupé son canard avec des mouvements précis. Finalement, il a parlé. Réussir un examen n'est guère un exploit digne d'être mentionné au même dîner où nous célébrons les fiançailles de ton frère. Mais puisque tu en parles, as-tu reconsidéré mon offre de rejoindre le service juridique de Dubois Immobilier? J'ai pris une profonde inspiration. En fait, on m'a offert un poste à la Fondation Aide Juridique de Paris. C'est l'organisation qui m'a inspiré à devenir avocate en premier lieu. Mon père a posé son couteau et sa fourchette avec une lenteur délibérée. Ce centre d'aide juridique où tu as fait du bénévolat au lycée? Cette petite opération de charité. C'est en fait l'une des organisations de droit d'intérêt public les plus respectées de France, ai-je dit, sentant mon cœur s'accélérer. Ils aident les gens qui n'ont personne d'autre vers qui se tourner. Thomas s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Stéphanie a baissé les yeux sur son assiette. Camille observait avec un intérêt non dissimulé. Ma mère a parlé ensuite, sa voix dangereusement douce. Marie, nous avons toléré ta phase de rébellion. Nous avons payé tes études dans les meilleures institutions, et c'est ainsi que tu nous rembourses? En jetant tout ça pour travailler avec ces gens-là. Ces gens-là sont des citoyens qui méritent une représentation légale, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Le poste me permettrait de faire une réelle différence. Une réelle différence, a raillé mon père. La seule différence que tu fais, c'est d'embarrasser cette famille. As-tu la moindre idée de ce que ça donne quand les gens me demandent ce que fait ma fille et que je dois leur dire qu'elle a choisi de travailler avec des criminels et des assistés sociaux? Ce n'est pas ce que je. Ton frère, lui, se construit une vie, a-t-il poursuivi, la voix s'élevant. Il apporte de la valeur à cette famille. Il épouse une femme qui comprend son rôle dans la société. Et toi, après tout ce que nous t'avons donné, tu choisis de nous le jeter à la figure. Je n'ai jamais demandé à faire partie d'une famille qui valorise l'argent plus que les gens, ai-je dit, les mots s'échappant avant que je puisse les retenir. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même le personnel s'est figé sur place. Mon père s'est levé lentement, sa serviette tombant au sol. Son visage était passé du rouge à un violet alarmant. Alors peut-être que tu ne devrais plus faire partie de cette famille du tout, a-t-il dit, chaque mot comme de la glace. Si tu insistes sur cette voie, tu n'es plus la bienvenue ici. Tu ne fais plus partie de cette famille. Ne reviens pas, je l'ai regardé, choqué. Jacques, a dit doucement ma mère, mais elle n'a fait aucun geste pour le contredire. J'ai regardé mes frères et sœurs. Thomas fixait son assiette. Camille me regardait avec de grands yeux, mais restait silencieuse. Père, tu ne peux pas être sérieux, ai-je commencé. Jean-Louis, a-t-il interrompu. Veuillez raccompagner mon ancienne fille à la porte. Ses clés d'appartement devraient être sur la table du hall. Assurez-vous qu'elle les prenne, car elle constatera que son accès financier a été révoqué avec effet immédiat. Jean-Louis, qui m'avait vu grandir, qui avait pensé mes genoux écorchés et m'avait donné des biscuits en cachette quand on m'envoyait au lit sans dîner, avait l'air peiné, mais il a hoché la tête. Par ici, mademoiselle Marie. Dans un état second, je me suis levé et l'ai suivi jusqu'au foyer. Derrière moi, j'ai entendu la conversation du dîner reprendre comme si de rien n'était, comme si je n'avais jamais existé. Jean-Louis m'a tendu mon manteau et une petite enveloppe contenant mes clés. Je suis désolé, mademoiselle, a-t-il murmuré. Ce n'est pas juste. Je suis sorti dans l'air frais du soir. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic définitif. J'ai entendu le verrou tourner. Je suis resté là, figé, à regarder la porte verrouillée. La clé de la maison de mon enfance, maintenant inutile dans ma main. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. J'ai pris un taxi pour retourner à mon appartement de Saint-Germain-des-Prés, un luxueux 2 pièces avec des baies vitrées et un concierge que mes parents avaient exigé pour ma sécurité. L'ironie ne m'a pas échappé, alors que je réalisais que je ne pouvais plus me permettre d'y vivre. Je me suis assise sur mon canapé de créateur dans le noir, essayant de digérer ce qui s'était passé. Le choc m'a empêché de pleurer au début. C'était un cauchemar. J'allais sûrement me réveiller. Mes parents avaient été déçus par moi auparavant, en colère même, mais me reniaient complètement. Cela semblait irréel. Mon téléphone a vibré à 23h30. C'était Camille. Marie, ça va, a-t-elle demandé, sa voix basse.
Elle se cachait clairement quelque part dans la maison pour passer cet appel. « Qu'est-ce que tu crois ?» ai-je réussi à dire. « C'est de la folie », a-t-elle dit. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Père a fait changer toutes les serrures par Jean-Louis ce soir, même le code du portail. Est-ce que toi ou Thomas avez dit quelque chose après mon départ, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Thomas a dit que tu l'avais bien cherché. Stéphanie avait l'air mal à l'aise mais n'a rien dit. J'ai essayé de te défendre, mais Père a menacé de me faire la même chose si je n'arrêtais pas. Je n'étais pas surprise. Thomas avait toujours été le parfait soldat de mon père. Et Camille était encore financièrement dépendante, vivant toujours à la maison tout en travaillant dans sa galerie, un emploi qui payait principalement en prestige. Marie, a continué Camille, il y a plus. Père a appelé le conseiller financier de la famille juste après le dîner. Il gèle tous tes comptes et annule tes cartes de crédit. L'engourdissement a commencé à céder la place à la panique. Mais mon loyer est dû la semaine prochaine. Et je ne commence pas le nouveau travail avant le mois prochain. Comment suis-je censé ? Je sais, a-t-elle interrompu. Je peux te prêter un peu d'argent de mon compte personnel, mais pas beaucoup. Père surveille le mien aussi. Après avoir raccroché, j'ai vérifié mes comptes bancaires. Mon compte courant, qui contenait environ 5 000 € ce matin-là, affichait maintenant un solde de 0. Mon compte d'épargne, qui contenait le reste de mes frais de subsistance du dernier semestre, environ 15 000 €, était également vide. La carte de crédit que j'utilisais depuis des années a été refusée lorsque j'ai essayé de commander une livraison de nourriture. En l'espace de quelques heures, j'étais passé de la sécurité financière à rien du tout. Le matin n'a apporté aucun soulagement. Je me suis réveillé avec un email de mon propriétaire. Apparemment, mon père l'avait contacté directement pour l'informer qu'il ne serait plus garant pour mon bail. Sans revenu pour l'instant et sans économie, j'avais 30 jours pour fournir un nouveau garant ou quitter l'appartement. J'ai appelé la Fondation Aide Juridique de Paris, espérant pouvoir commencer à travailler plus tôt. La directrice de bureau était compréhensive, mais a expliqué que leur budget était strictement alloué par cycle de subvention. Le poste ne commençait officiellement que dans 3 semaines, et même alors, le salaire de départ était modeste, 45 000 € par an. Après impôts, cela couvrirait à peine un studio dans un quartier sûr. À midi, j'avais appelé 6 amis, expliquant ma situation. 5 ont exprimé leur sympathie, mais n'ont offert aucune aide concrète. La 6e, Jasmine, une camarade de faculté de droit issue d'un milieu modeste qui comprenait les difficultés financières d'une manière que mes autres amis ne comprenaient pas, m'a offert son canapé jusqu'à ce que je trouve une solution. Je ne peux pas te payer tout de suite, ai-je admis, humilié. On a tous besoin d'aide parfois, a-t-elle dit simplement. Participe juste aux courses quand tu pourras. Cet après-midi-là, j'ai commencé le douloureux processus de démanteler ma vie. J'ai appelé des entreprises de déménagement pour des devis afin de mettre mes meubles en garde-meubles. Mais même le moins cher était hors de portée de mon budget inexistant. Finalement, j'ai mis mes meubles de créateurs sur divers sites de revente, vendant des pièces pour une fraction de leur valeur juste pour avoir un peu d'argent liquide. Le lendemain, je suis entré dans un prêteur sur gage pour la première fois de ma vie. Le collier de perles de ma grand-mère en main, la pièce assortie aux boucles d'oreilles que j'avais portées au dîner. Le propriétaire de la boutique m'a offert 800 €. Le collier valait au moins 10 fois plus, mais j'avais désespérément besoin d'argent. Je vous donnerai un reçu, dit-il gentiment, remarquant mon expression. Vous pouvez le racheter dans les 90 jours. J'ai hoché la tête, la gorge serrée, en lui tendant l'un des rares liens significatifs avec mon passé. La semaine suivante a été un cours accéléré sur l'économie du monde réel. J'ai appris à comparer les prix dans les supermarchés, achetant les marques de distributeurs au lieu des produits haut de gamme auxquels je n'avais jamais réfléchi. J'ai découvert que la bibliothèque publique offrait un accès Internet gratuit, m'évitant de devoir payer pour un café dans les cafés pour utiliser leur Wi-Fi pendant ma recherche d'emploi. J'ai appris quel restaurant jetait de la bonne nourriture à la fermeture. Vivre sur le canapé de Jasmine a été une autre éducation. Son appartement dans le 11e arrondissement faisait un tiers de la taille du mien, partagé avec une autre colocataire. Les meubles étaient dépareillés, les appareils électroménagers démodés, mais il y avait une chaleur que mon appartement parfait n'avait pas. Ils cuisinaient ensemble au lieu de commander. Ils recevaient des amis pour des soirées de jeux au lieu d'assister à des événements exclusifs. C'est comme ça que les gens normaux vivent, me suis-je demandé un soir, en les aidant à préparer un dîner de pâtes qui nous nourrirait toutes les 3 pour moins de 20 €.
2 semaines après avoir été renié, j'ai accepté un poste temporaire dans une entreprise de révision de documents, un travail abrutissant qui payait juste assez pour contribuer au ménage de Jasmine et économiser un peu pour mon propre logement. Ce n'était pas pour cela que j'étais allé à Assas, mais cela ferait le pont jusqu'à ce que mon vrai travail commence. La nuit, je pleurais encore jusqu'à m'endormir, la douleur du rejet, vive et constante. Mais autre chose grandissait à côté de la blessure. Une résilience que je ne me connaissais pas. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement autonome. C'était terrifiant, oui, mais aussi étrangement libérateur. Puis, exactement une semaine après ce dîner fatidique, un email est arrivé qui allait tout changer à nouveau. L'expéditeur, Georges Martin, l'avocat de longue date de mon père. L'objet, urgent. Veuillez appeler immédiatement. Je fixai l'email sur l'ordinateur portable de Jasmine, mon cœur battant. Que pouvait-il me faire de plus? Avait-il trouvé un moyen d'interférer avec mon offre d'emploi? Me poursuivait-il en justice pour quelque chose? Mon esprit a parcouru des scénarios de plus en plus désastreux. L'email lui-même était bref et professionnel. Chère mademoiselle Dubois, une affaire d'extrême urgence a attiré mon attention concernant votre situation financière. Veuillez me contacter dès que possible pour en discuter. Ceci est urgent et vous concerne directement. Cordialement, Georges Martin, cabinet Martin et Associés. J'ai montré l'email à Jasmine, qui a froncé les sourcils. Ça a l'air suspect. Pourquoi l'avocat de tes parents te contacterait-il s'ils t'ont coupé les ponts? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais Georges me connaît depuis que je suis enfant. Il a toujours semblé juste, même gentil, malgré le fait d'être l'avocat de mon père. Après avoir débattu pendant 1 heure, j'ai finalement appelé le numéro dans la signature de l'email. Cabinet Martin et Associés, comment puis-je vous aider? A dit la voix polie de la réceptionniste. C'est Marie Dubois pour Georges Martin, ai-je dit, surprise de la stabilité de ma voix. Après une brève attente, la voix familière de Georges est apparue. Marie, merci d'avoir appelé. Je craignais que vous n'ignoriez mon message. J'y ai pensé, ai-je admis. Je ne suis pas exactement impatiente d'entendre d'autres mauvaises nouvelles des représentants de ma famille. Il s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Ce n'est pas ce que vous pensez. Pourrions-nous nous rencontrer en personne? Cette affaire est délicate. Ma méfiance a grandi, mais la curiosité l'a emporté. Je serais d'accord pour une rencontre dans un lieu public, ai-je dit prudemment. Nous nous sommes mis d'accord sur un café près du jardin du Luxembourg pour le lendemain. Je suis arrivé en avance, choisissant une table avec une vue dégagée sur l'entrée et la sortie. Quand Georges est entré, j'ai été frappé par son air fatigué. L'avocat toujours impeccable semblait avoir vieilli de plusieurs années en 1 semaine. Marie, dit-il en prenant le siège en face de moi. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. De quoi s'agit-il, Georges, ai-je demandé directement. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, puis a baissé la voix. Connaissez-vous la fiducie que votre grand-mère a établie pour vous avant de mourir? J'ai froncé les sourcils, confuse. Grand-mère Rose était morte quand j'avais 16 ans. Elle était la mère de mon père, mais rien à voir avec lui, chaleureuse, compatissante, intéressée par mes rêves plutôt que par la façon dont ils se reflétaient sur la famille. Je savais qu'elle avait laissé de l'argent à chaque petit enfant, mais les détails avaient toujours été gérés par mes parents. Je sais qu'elle nous a laissé quelque chose à chacun, mais père a dit que c'était juste un petit fonds pour l'éducation qui a été utilisé pendant mes études, ai-je répondu. Georges avait l'air peiné. Ce n'est pas exact. Votre grand-mère a établi une fiducie substantielle pour chaque petit enfant. Thomas a reçu la sienne à 25 ans, comme stipulé dans les documents de la fiducie. Camille recevra la sienne l'année prochaine. Et la mienne, ai-je demandé, un sentiment étrange grandissant dans mon estomac. La vôtre était différente, a-t-il expliqué. Votre grand-mère a vu quelque chose en vous, Marie. Elle a spécifié que votre fiducie serait accessible soit à vos 30 ans, soit à la fin de vos études supérieures, selon la première éventualité. Les fonds étaient spécifiquement destinés à l'éducation et au logement. J'ai essayé de traiter cette information. Donc il y a une fiducie à mon nom. De combien parlons-nous? Georges a pris une profonde inspiration. 2 millions d'euros. Le café semblait tourner autour de moi. 2 millions d'euros. Et mes parents ne me l'avaient jamais dit. La fiducie a été gérée activement et a considérablement augmenté depuis que votre grand-mère l'a établie,
a poursuivi Georges. En tant qu'avocat de la famille, j'ai supervisé les 3 fiducies, mais vos parents en ont été les administrateurs désignés jusqu'à ce que les conditions de distribution soient remplies. Ce qui signifie, ai-je commencé, qu'ils la contrôlaient jusqu'à maintenant. Il a confirmé. Lorsque vous avez réussi l'examen du barreau, vous avez rempli la condition d'études supérieures. La fiducie aurait dû être transférée sous votre contrôle immédiatement. Je me suis assise, stupéfaite. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas été? Georges avait l'air profondément mal à l'aise. Votre père m'a demandé de ne pas traiter le transfert. Quand je lui ai rappelé que c'était légalement requis, Eh bien, il a suggéré qu'il y avait des moyens de réinterpréter le libellé de la fiducie ou de retarder le processus indéfiniment. Mon choc a cédé la place à la colère. Ils m'ont volé. Pas techniquement volé, a-t-il clarifié rapidement. Les fonds sont toujours là, mais ils ont emprunté sur les actifs de la fiducie à diverses fins commerciales familiales, ce qui constitue une violation claire de leur devoir fiduciaire en tant que fiduciaire. Je l'ai regardé fixement. Georges, pourquoi me dites-vous cela? Vous êtes leur avocat, pas le mien. Il a croisé mon regard directement. Parce que ce qu'ils font est illégal, et en tant qu'auxiliaire de justice, je ne peux pas y participer. Lorsque votre père m'a demandé de rédiger de nouveaux documents vous retirant de diverses participations familiales suite à votre désaccord la semaine dernière, j'ai dû examiner toutes les structures financières pertinentes. C'est là que j'ai réalisé l'ampleur des irrégularités avec votre fiducie. J'ai soudain compris. Vous pensez que je vais les poursuivre en justice, et par extension, vous. Il a hoché la tête sombrement. Si vous consultiez un avocat compétent avec ces informations, c'est exactement ce qui se passerait, et vous gagneriez. J'essaie de résoudre cela avant que ça n'en arrive là. Alors, que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Vos parents veulent vous rencontrer. Ils ont suggéré mon bureau demain après-midi. Je voulais vous informer d'abord pour que vous compreniez votre position. Ma position? Georges s'est penché en avant. Marie, vous êtes en position de force ici. Ils le savent et ils paniquent. C'est pourquoi votre père a soudainement changé d'avis sur votre place dans la famille. Comme par hasard, mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Le premier contact depuis le dîner. Marie, ma chérie, nous devons parler. Ton père était contrarié et a dit des choses qu'il ne pensait pas. La famille est tout pour nous. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai montré le message à Georges. Il a hoché la tête d'un air entendu. Après le départ de Georges, je suis restée assise dans le café pendant encore 1 heure, essayant d'absorber tout cela. Ma grand-mère avait assez cru en moi pour mettre de côté cette fortune spécifiquement pour moi. Mes parents l'avaient cachée, utilisée, et ce n'est que maintenant qu'ils étaient pris qu'ils s'intéressaient soudainement à une réconciliation. Ce soir-là, j'ai rencontré une conseillère financière. Georges m'avait recommandé quelqu'un sans lien avec ma famille. Elle a confirmé tout ce qu'il avait dit et a exposé mes options pour l'avenir. En rentrant à l'appartement de Jasmine, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme remplaçant la tourmente de la semaine passée. Pour la première fois depuis ce dîner, je savais exactement ce que je devais faire. Les bureaux du cabinet Martin et Associés occupaient le 15e étage d'un élégant immeuble du Triangle d'Or avec vue sur les toits de Paris. J'y étais allé de nombreuses fois enfant, accompagnant mon père à des réunions juridiques, toujours sommé de m'asseoir tranquillement et d'observer comment se menaient les vraies affaires. Aujourd'hui, je suis arrivé non pas en tant que la belle-fille de Jacques Dubois, mais en tant que Marie Dubois, avocate, avec ma propre représentation légale à mes côtés. Suzanne Park était une redoutable avocate spécialisée dans le droit des fiducies, recommandée par l'un de mes professeurs d'Assas. Lorsque j'ai expliqué ma situation, elle a immédiatement pris mon cas, intriguée à la fois par les questions juridiques et, je le soupçonne, par la chance de se mesurer à la puissante famille Dubois. Nous n'allons pas là-bas pour chercher la bagarre, m'avait-elle conseillé lors de notre préparation, mais nous sommes absolument prêts pour une. La réceptionniste, qui me connaissait depuis des années, a eu un mouvement de surprise quand j'ai donné mon nom. Elle a jeté un regard nerveux à Suzanne avant de nous diriger vers la salle de conférence. À l'intérieur, mes parents étaient déjà assis d'un côté de l'immense table. Mon père avait l'air impeccable comme toujours dans un costume sur mesure, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Ma mère portait un tailleur en tweed Chanel conservateur, ses perles brillantes, son visage un masque soigné de préoccupations maternelles. Georges était assis en bout de table, plusieurs dossiers disposés précisément devant lui.
La surprise sur les visages de mes parents en voyant Suzanne valait presque toutes les preuves. « Marie » a dit ma mère, se levant comme pour m'embrasser. « Qui est-ce » Je me suis reculé de son approche. « C'est Suzanne Park, mon avocate. Je crois que nous sommes ici pour discuter de la gestion illégale de ma fiducie. » Le visage de mon père s'est assombri. Il n'y a pas besoin de conseiller extérieur. C'est une affaire de famille. Vous avez très clairement indiqué que je ne faisais pas partie de la famille, ai-je répondu en prenant place en face d'eux. Maître Parkrest. Georges s'est éclairci la gorge. Maintenant que tout le monde est là, passons en revue la situation. La fiducie établie par Rose Dubois pour sa petite-fille Marie stipulait une distribution à l'achèvement des études supérieures. Cette condition a été remplie. La fiducie, actuellement évaluée à environ 2,3 millions d'euros, devrait être transférée immédiatement sous le contrôle de Marie. Mon père s'est penché en avant. Avant de procéder à tout transfert, je pense que nous sommes tous d'accord que l'unité familiale est primordiale. Marie, ta mère et moi avons discuté des événements malheureux de la semaine dernière et nous sommes prêts à laisser ce désagrément derrière nous. J'ai remarqué qu'il ne s'était pas vraiment excusé. Typique. Ma mère a tendu la main sur la table comme pour prendre la mienne, mais j'ai gardé les miennes fermement sur mes genoux. Ma chérie, tu sais comment est ton père quand il est passionné par quelque chose. Les choses qu'il a dites, il ne les pensait pas littéralement. Bien sûr que tu fais toujours partie de la famille. Suzanne a pris la parole. Ma cliente apprécie le sentiment, mais nous sommes ici pour discuter de la fiducie. Nous aurons besoin d'une documentation complète de toutes les transactions impliquant les actifs de la fiducie au cours des 12 dernières années, y compris tout prêt contracté en utilisant la fiducie comme garantie. La fausse chaleur de mon père a disparu instantanément. Ce ne sera pas nécessaire. Nous avons une proposition qui résout tout à l'amiable. Il a fait un signe de tête à Georges, qui a fait glisser à contre-cœur un document sur la table. Je l'ai reconnu comme un accord de transfert de fiducie, mais avec des modifications. Nous sommes prêts à reconnaître ton droit à la fiducie, a dit mon père doucement. Mais en tant que famille, nous savons que tu voudras soutenir l'héritage Dubois. Cet accord restructure simplement les actifs pour mieux les intégrer à nos avoirs familiaux globaux. Suzanne a pris le document et l'a parcouru. Ses sourcils se sont haussés. Monsieur Dubois, cet accord transférerait effectivement le contrôle des actifs de la fiducie à Dubois Immobilier. Votre fille recevrait une petite distribution annuelle, mais renoncerait à tout contrôle réel. Cela lui assure une sécurité financière tout en gardant les intérêts de la famille alignés, a-t-il contré. C'est gagnant-gagnant. J'ai senti une sensation familière monter en moi. Le même mélange de colère et de déception que j'avais ressenti tout au long de mon enfance chaque fois que mon moi authentique se heurtait aux attentes de mes parents. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je n'étais plus une enfant désespérée de leur approbation. J'étais une avocate diplômée d'Assas à qui on offrait un accord manifestement égoïste par des gens qui m'avaient rejeté une semaine auparavant. Un souvenir a soudainement refait surface. J'avais 12 ans, je montrais à ma grand-mère une histoire que j'avais écrite pour l'école. Contrairement à mes parents, qui critiquaient son manque de valeur pratique, grand-mère Rose avait lu chaque mot, puis m'avait regardé avec ses yeux si gentils, si différents de ceux de son fils. Marie, avait-elle dit, tu as un don pour voir la vérité des choses. Ne laisse jamais personne te l'enlever, pas même ta famille, surtout pas ta famille. Maintenant, je comprenais pourquoi elle avait structuré ma fiducie différemment de celle de mes frères et sœurs. Elle avait su. Elle avait vu la dynamique dans notre famille et avait créé un filet de sécurité pour moi, sachant que ce jour pourrait arriver. J'ai repoussé le document sur la table. Non. Mon père a cligné des yeux, véritablement surpris. Je ne pense pas que tu comprennes ce qu'on t'offre ici. Je comprends parfaitement, ai-je dit, ma voix stable. Vous m'avez renié, m'avez coupé financièrement, et maintenant vous tentez de me manipuler parce que vous avez été pris en train d'utiliser abusivement des fonds qui m'appartiennent légalement. Marie, a interjeté ma mère. Ton père t'offre de te réintégrer dans la famille. À la condition que je cède mon héritage, ai-je terminé pour elle. Ce n'est pas une famille. C'est une transaction commerciale. Le visage de mon père prenait cette teinte cramoisie familière. Cette attitude est précisément la raison pour laquelle nous avons eu des problèmes. Tu as toujours été ingrate pour les avantages que nous t'avons donnés. Suzanne est intervenue. Monsieur Dubois, soyons clairs.
Ma cliente a droit au plein contrôle de sa fiducie avec effet immédiat. De plus, en tant que fiduciaire, vous et Madame Dubois avez violé votre devoir fiduciaire en utilisant ces actifs à des fins commerciales familiales sans autorisation appropriée. C'est absurde, a bégayé mon père. Tout ce que nous avons fait était pour le bénéfice de tous les avoirs Dubois. Georges avait l'air peiné mais a pris la parole. Jacques, j'ai examiné la documentation. Les prêts sur la fiducie de Marie étaient spécifiquement interdits par les termes que ta mère a établis. Pour la première fois, j'ai vu la peur vaciller sur le visage de mon père. Il s'est tourné vers moi, changeant de tactique. Marie, sois raisonnable. Si tu poursuis cette voie de manière conflictuelle, tu ne travailleras jamais dans cette ville. Notre famille a des relations dans toute la communauté juridique. Un mot de ma part et ce petit poste d'aide juridique dont tu es si fier disparaîtra. J'ai senti un frisson à sa menace, sachant qu'elle n'était pas entièrement vide. Le nom Dubois avait du poids, mais je savais aussi quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je n'avais plus peur de perdre leur monde. J'avais vu au-delà maintenant. Est-ce vraiment l'approche que vous voulez adopter? Ai-je demandé calmement, me menacer? Parce que Maître Park a préparé la documentation pour le tribunal, décrivant tous les mouvements financiers inappropriés de ma fiducie. Je suis sûr que l'Ordre des avocats de Paris serait également intéressé par la façon dont un homme d'affaires éminent a tenté de faire pression sur une nouvelle avocate avec des menaces. La porte s'est ouverte et Thomas est entré, suivi de Camille. Apparemment, mes parents avaient appelé des renforts. Marie, a dit Thomas de cette voix raisonnable de grand frère qu'il utilisait pour tenter de gérer une situation. Tu vas trop loin. Nous sommes une famille. Nous réglons les choses ensemble, pas avec des avocats extérieurs et des menaces. Camille n'a rien dit, mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Je me suis retourné vers mes parents. Ce n'est pas moi qui suis allé trop loin. C'est vous qui m'avez dit que je ne faisais plus partie de cette famille. C'est vous qui m'avez mise à la porte sans un second regard. C'est vous qui avez utilisé illégalement mon héritage. Et maintenant que vous êtes pris, vous vous attendez à ce que j'oublie simplement tout cela au nom de la loyauté familiale. La loyauté va dans les deux sens. Mon père s'est levé brusquement. J'en ai assez entendu. Soit tu signes l'accord et tu reviens dans la famille à nos conditions, soit tu peux poursuivre cela légalement et t'assurer de ne plus jamais avoir de relation avec aucun d'entre nous. À toi de choisir. C'était le même ultimatum qu'il avait utilisé toute ma vie, à sa manière ou rien. Mais cette fois, je l'ai vu pour ce qu'il était, une tentative désespérée de maintenir le contrôle. Je me suis levé aussi. Je me choisis. Je choisis le chemin auquel grand-mère Rose a cru assez pour le protéger. Je choisis une vie où je suis valorisé pour qui je suis, pas pour ce que je peux ajouter au bilan de Dubois Immobilier. Je me suis tourné pour partir, Suzanne rassemblant ses affaires à côté de moi. Tu le regretteras, a crié mon père après moi. Sans nous, tu n'es rien. Je me suis arrêté à la porte et j'ai regardé ma famille, mon père contrôlant, ma mère obsédée par l'apparence, mon frère conformiste. Seule Camille montrait un signe de compréhension dans ses yeux. En fait, ai-je dit avec un calme que je ressentais vraiment, je pense que je commence tout juste à découvrir qui je suis vraiment. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient derrière nous, Suzanne a souri. C'était impressionnant. La plupart des gens cèdent face à ce genre de pression familiale. J'ai eu 16 ans de pratique à leur tenir tête, ai-je dit. Je n'avais juste jamais eu le pouvoir de partir avant. En sortant dans le brillant après-midi parisien, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La douleur n'était pas partie, 2 décennies d'amour conditionnel ne guérissent pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, je pouvais voir un avenir déterminé par mes propres valeurs, pas les leurs. La première chose que j'ai faite après avoir pris le contrôle de ma fiducie a été rien. Suzanne m'a conseillé de prendre du temps avant de prendre des décisions financières majeures, et j'étais d'accord. Après des années à n'avoir aucun mot à dire sur ma vie financière, je voulais procéder avec réflexion. J'ai déménagé de l'appartement de Jasmine avec une profonde gratitude pour son soutien pendant mes jours les plus sombres. Au lieu de retourner dans un immeuble de luxe, j'ai trouvé un modeste 2 pièces dans le 14e arrondissement, un quartier diversifié que je n'avais jamais exploré pendant mon éducation protégée. L'appartement était petit selon les normes du bois, mais il était à moi, acheté comptant avec une partie de ma fiducie. Lorsque mon poste à la Fondation Aide Juridique de Paris a officiellement commencé, je me suis jeté dans le travail.
Le salaire de départ qui avait semblé terriblement inadéquat des semaines plus tôt ne me concernait plus. J'avais la sécurité financière, mais j'ai choisi de vivre principalement de mon revenu gagné, préservant la fiducie pour des investissements significatifs à long terme. Mes premiers cas étaient difficiles, mais gratifiants, défense contre les expulsions de locataires, ordonnance de protection contre la violence domestique, appel de prestations sociales. Chaque client avait une histoire de système qui les avait laissés tomber, d'intérêts puissants qui rejetaient leur humanité. J'ai reconnu les schémas de ma propre expérience, bien que mon privilège m'ait protégé des pires conséquences. 2 mois après la confrontation dans le bureau de Georges, Camille m'a appelé. Elle n'avait jamais été aussi ancrée dans la vision du monde de mon père que Thomas, et la curiosité a finalement vaincu la pression familiale. On peut se voir, a-t-elle demandé timidement. Juste nous deux. Nous nous sommes rencontrés dans un café décontracté de mon nouveau quartier, loin des établissements huppés que notre famille fréquentait. Camille avait l'air à la fois déplacée et intriguée dans ses vêtements de créateur. Alors c'est comme ça que l'autre moitié vit, a-t-elle plaisanté, désignant faiblement les meubles dépareillés et l'art local sur les murs. La plupart du monde vit comme ça, ou avec beaucoup moins, ai-je souligné. Notre bulle était l'exception, pas la règle. Au cours des 2 heures suivantes, nous avons parlé plus honnêtement que jamais. Elle a admis envier mon courage de rompre les liens. J'ai confessé la douleur et la peur que je ressentais encore malgré ma nouvelle indépendance. Père utilise ta place vide à table pour nous rappeler à tous ce qui arrive à ceux qui le défient, a-t-elle dit. Mais je pense qu'il a en fait peur. Les affaires ne vont pas aussi bien sans l'accès à ta fiducie comme levier. Je ne suis pas heureuse de ça, ai-je admis. Je n'ai jamais voulu nuire à l'entreprise familiale ou aux gens qui y travaillent. Peut-être que tu pourrais aider, a-t-elle suggéré. Pas en cédant, mais en utilisant tes compétences juridiques pour les conseiller correctement. J'y ai réfléchi brièvement, mais j'ai secoué la tête. Ils ne veulent pas de mon aide. Ils veulent ma conformité. Il y a une différence. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, j'ai établi une routine dans ma nouvelle vie. Les jours de semaine étaient consacrés à mes clients. Les soirs et les week-ends, je les passais à construire une communauté au-delà du cercle social restreint de mon éducation. J'ai rejoint un jardin communautaire local, fait du bénévolat dans un programme d'écriture pour jeunes, et j'ai même commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un repas de quartier, un professeur d'histoire de lycée sans lien avec l'élite parisienne. Les fêtes approchaient, les premières que je passerais sans famille. La perspective était à la fois libératrice et terrifiante. Jasmine m'a invité à rejoindre le Noël de sa famille, un rassemblement chaotique et aimant qui ne ressemblait en rien aux fêtes formelles et axées sur l'apparence de mon enfance. Pendant le repas, le père de Jasmine a levé son verre. À Marie, a-t-il dit chaleureusement, le nouveau membre de notre famille de cœur. La simple acceptation m'a fait monter les larmes aux yeux. C'est ce que la famille devrait être. Un accueil inconditionnel plutôt qu'une évaluation constante. À l'approche de la nouvelle année, j'ai reçu un appel inattendu de Margaret Wilson, une des plus vieilles amies de ma grand-mère. Je l'avais rencontrée quelques fois enfant, mais ne lui avais pas parlé depuis des années. Marie, dit-elle lorsque nous nous sommes rencontrés pour le thé, votre grand-mère serait si fière de vous. Vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé, ai-je demandé, surprise. Elle a souri doucement. Le cercle de la vieille fortune de Paris parle, ma chère. Mais plus important encore, Rose a toujours su que vous étiez différente des autres. Elle se voyait en vous. Je ne savais pas que grand-mère Rose avait aussi des conflits avec la famille, ai-je admis. Margaret a hoché la tête. Pourquoi croyez-vous qu'elle a établi votre fiducie de cette façon? Elle a mené les mêmes batailles avec son mari que vous avec Jacques. La différence, c'est qu'elle n'a jamais trouvé le courage de se libérer. Elle voulait s'assurer que vous le pourriez si vous en aviez besoin. Cette conversation a guéri quelque chose en moi. J'avais porté un sentiment d'échec pour ne pas m'être intégré dans ma famille. Apprendre que ma grand-mère avait vu et apprécié ma différence, l'avait même vécue elle-même, a transformé ma compréhension de ma propre histoire. En janvier, j'ai utilisé une partie de ma fiducie pour créer une bourse d'études pour les étudiants en droit poursuivant des carrières d'intérêt public issus de milieux familiaux difficiles. La bourse Rose Dubois garantirait que d'autres pourraient suivre leur chemin authentique même sans soutien familial. Mon travail au centre d'aide juridique a commencé à attirer l'attention. J'ai gagné une affaire importante contre un propriétaire prédateur qui expulsait systématiquement des familles immigrées. La victoire a créé un précédent qui protégerait des centaines de locataires vulnérables.
Le Monde a publié un petit article sur l'affaire. Le journaliste a posé des questions sur mon passé, reconnaissant clairement le nom Dubois. J'ai parlé honnêtement, mais sans amertume, du choix d'une voie différente des attentes de ma famille. Le lendemain de la parution de l'article, j'ai reçu un autre texto de ma mère. Nous avons vu le journal. Ton père est préoccupé par l'image de la famille. S'il te plaît, sois discrète dans tes futures interactions avec la presse. Aucune félicitation pour la victoire. Aucune reconnaissance des vies que j'avais aidées. Juste une préoccupation pour les apparences. Son message a confirmé que j'avais fait le bon choix. 6 mois après avoir été renié, j'ai assisté à un gala de collecte de fonds pour les organisations d'aide juridique d'Île-de-France. En tant qu'avocate salariée, je n'aurais normalement pas été invité, mais les organisateurs voulaient ma présence en raison de la récente affaire très médiatisée. Je portais une robe noire simple mais élégante plutôt que les robes de créateurs de mon passé. Les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère complétaient ma tenue. J'avais utilisé une partie de ma fiducie pour racheter son collier au prêteur sur gage dès que j'ai pu. Je discutais avec un juge lorsque j'ai senti une présence familière. En me retournant, je me suis retrouvé face à mes parents pour la première fois depuis la confrontation dans le bureau de Georges. Mon père avait l'air plus âgé, le stress des récents défis commerciaux évident dans les nouvelles rides autour de ses yeux. Ma mère était impeccable comme toujours, pas un cheveu de travers, bien que son sourire semblât forcé. « Marie », dit-elle, me faisant la bise près des joues comme si de rien n'était entre nous. « Quel plaisir de te voir. » Mon père a hoché la tête avec raideur. « Tu as l'air en forme. » Le juge, sentant la tension, s'est excusé. « Je vais bien », ai-je simplement répondu. « Mon travail est gratifiant. »« Oui, nous avons lu à propos de ton affaire », a dit mon père, réussissant à le faire paraître trivial. « J'espère que tu fais attention à ne pas contrarier la communauté immobilière. Ils ont la mémoire longue. »« Je représente des gens qui méritent la justice », ai-je répondu. « C'est tout ce qui compte pour moi. » Un éclair de déception familier a traversé son visage. « Tu as toujours manqué de vision d'ensemble. »« En fait, je pense que je la vois enfin clairement, » ai-je contré. « Il y a plus dans la vie que les marges de profit et le statut social. » Avant qu'il ne puisse répondre, un jeune avocat d'une autre organisation à but non lucratif s'est approché de nous. « Êtes-vous Marie Dubois » a-t-il demandé avec enthousiasme. Votre stratégie dans l'affaire des appartements de la porte de Clignancourt était brillante. Nous l'utilisons comme modèle pour nos propres litiges à Bobigny. La fierté que j'ai ressentie à ce moment-là contrastait vivement avec le dédain dans les yeux de mon père. 2 mondes différents, 2 systèmes de valeurs différents se heurtant dans cette salle bondée. Nous devrions y aller, a dit ma mère à mon père, clairement mal à l'aise avec cette preuve publique de ma réussite en dehors de leur contrôle. Les Laurent nous attendent. Alors qu'il se tournait pour partir, mon père s'est arrêté. L'entreprise familiale est en difficulté, Marie. Sans les options de levier que nous avions auparavant, nous avons dû réduire considérablement nos activités. Thomas fait de son mieux, mais ta coopération nous serait utile. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu de besoin qu'il ait jamais exprimé, mais toujours formulé comme si c'était mon problème à résoudre. Je suis désolé d'apprendre les difficultés, ai-je dit sincèrement. Mais ma fiducie n'est pas une caisse noire familiale. C'était le cadeau de grand-mère Rose pour moi, pas pour Dubois Immobilier. Il s'est raidi. Tu as vraiment tourné le dos à tout ce que nous avons construit pour toi. Non, les jeux corrigeaient doucement. J'ai simplement construit quelque chose de nouveau pour moi-même, quelque chose dont grand-mère Rose serait fière. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'avais plus besoin de leur approbation. La douleur du rejet demeurait, mais elle ne me définissait plus. J'avais trouvé ma propre voie, ma propre définition du succès, ma propre famille de cœur. Cette nuit-là, en regardant la skyline de Paris depuis mon modeste appartement, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue dans le grand hôtel particulier familial. J'étais Marie Dubois, pas seulement une Dubois. Pour la première fois de ma vie, cela suffisait. 1 an après ce dîner de famille fatidique, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon petit appartement du 14e arrondissement était devenu un vrai foyer, rempli de meubles d'occasion choisis pour leur confort plutôt que pour leur statut, et de murs ornés d'art local qui me parlaient, plutôt que de pièces d'investissement sélectionnées pour leur prestige. J'avais construit un cercle d'amis qui me connaissaient pour moi-même, pas pour mon nom de famille.
Mon travail à la fondation Aide juridique avait évolué au-delà des cas de premier niveau. Je dirigeais maintenant une petite équipe axée sur la justice en matière de logement, encadrant de nouveaux avocats tout en conservant ma propre charge de travail. Le salaire restait modeste selon les normes des Dubois, mais il suffisait à mes besoins, et la fiducie garantissait que je pouvais me concentrer sur l'impact plutôt que sur le revenu. La bourse Rose Dubois avait sélectionné son premier bénéficiaire, un brillant étudiant en droit de première génération qui avait été sans-abri adolescent. La voir poursuivre ses rêves sans anxiété financière m'a apporté une satisfaction plus profonde que n'importe quel achat de luxe ne l'avait jamais fait. Camille et moi maintenions notre reconnexion, nous rencontrant mensuellement pour un café ou un dîner. Elle avait commencé à remettre en question les valeurs familiales d'une manière qui inquiétait nos parents, inspirée en partie par mon exemple. « As-tu pensé à ce que tu feras quand la fiducie te reviendra l'année prochaine ?» ai-je demandé lors d'une de nos rencontres. Elle a remué son café pensivement. « Je ne suis pas encore sûr, mais je sais que je ne veux pas que père la contrôle. J'ai parlé à Suzanne de mettre en place des protections adéquates. » Son indépendance croissante avait tendu sa relation avec nos parents, bien que pas au point de rupture que j'avais connu. Thomas, quant à lui, avait redoublé de loyauté envers notre père, reconnaissant à peine mon existence lorsque nous nous croisions occasionnellement lors d'événements sociaux. L'entreprise familiale s'était stabilisée après des difficultés initiales, bien que mon père ait été contraint de vendre une de leurs propriétés de développement pour couvrir des problèmes de trésorerie. Selon Camille, il me blâmait toujours pour leurs difficultés financières plutôt que de reconnaître sa propre utilisation abusive de ma fiducie. Au début du printemps, j'ai reçu une invitation qui m'a surprise, le brunch annuel de Pâques de la famille Dubois. Cet événement élaboré se tenait traditionnellement chez mes parents et réunissait la famille élargie et les proches associés. J'avais supposé que mon nom avait été définitivement retiré de ces listes d'invités. La note manuscrite accompagnant l'invitation formelle disait simplement « La famille devrait être ensemble pour les fêtes. » Mère. Je l'ai montré à Jasmine, qui était restée mon amie la plus proche malgré mon déménagement dans mon propre appartement. « Tu vas y aller ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas » ai-je admis. Une partie de moi veut leur montrer que j'ai tourné la page et que je suis heureuse sans leur approbation, mais une autre partie craint d'être à nouveau entraînée dans leur monde, même brièvement. Après mûre réflexion, j'ai décliné l'invitation poliment mais fermement. Je n'étais pas prête à réintégrer cet environnement, surtout pas pour un événement conçu pour mettre en valeur l'unité familiale à des fins sociales plutôt que pour une véritable réconciliation. Au lieu de cela, j'ai passé le dimanche de Pâques à faire du bénévolat dans un programme de repas communautaire avec des amis de mon quartier. La joie et la connexion que j'y ai ressenties ont confirmé que j'avais fait le bon choix. 2 semaines plus tard, je faisais mes courses dans un marché de producteurs local lorsque je suis littéralement tombé sur mes parents. Ils visitaient la section gastronomique haut de gamme, semblant étrangement déplacés au milieu de la foule diversifiée dans leur tenue de country club soigneusement coordonnée. Ma mère s'est remise la première. « Marie, quelle surprise ! J'habite dans ce quartier » ai-je expliqué, désignant mon sac de courses rempli de produits locaux. « Qu'est-ce qui vous amène ici ? On a conseillé à ton père de manger plus de produits biologiques, a-t-elle dit, semblant légèrement embarrassée d'être surprise dans un marché aussi public. Son médecin a suggéré que nous pourrions trouver des options acceptables ici. La conversation gênante aurait pu s'arrêter là, mais un petit enfant est passé en courant, heurtant le sac à main de créateur de ma mère et la faisant reculer directement dans une flaque d'eau, ruinant ses chaussures coûteuses. Plutôt que l'explosion attendue sur les parents négligents et le cuir italien ruiné, j'ai regardé avec surprise mon père la stabiliser silencieusement, l'inquiétude évidente sur son visage. Il avait l'air plus âgé, plus vulnérable que dans mon souvenir. « Tout va bien, Jacques ?» ai-je demandé, notant le léger tremblement de sa main. « Problème cardiaque mineur ?» a-t-il balayé, bien que la tension autour de ses yeux racontât une autre histoire. « Rien de grave. » Ma mère a jeté un regard entre nous, puis a pris une décision inattendue. « Peut-être pourrions-nous prendre un café. Il y a un endroit juste là. » 20 minutes plus tard, nous étions assis à une petite table dans un café local que je fréquentais, une scène si éloignée de nos interactions familiales habituelles qu'elle semblait presque surréaliste. La conversation était guindée, se concentrant sur des sujets sur le printemps exceptionnellement chaud, la nouvelle maison de Thomas et Stéphanie, la récente retraite d'une connaissance commune. J'ai remarqué que mon père m'observait attentivement, m'évaluant. Je pouvais presque voir les calculs derrière ses yeux, pesant la fierté contre d'autres considérations. Finalement, il a parlé directement. « Tu sembles bien. » Venant de lui, c'était presque un compliment.
Je vais bien, ai-je confirmé. Mon travail a du sens, et je me suis construit une belle vie ici. Une vie complètement séparée de ta famille, a-t-il noté, une pointe de l'ancienne amertume s'insinuant. De l'entreprise familiale et des attentes, oui, ai-je clarifié, mais pas nécessairement des membres individuels de la famille qui respectent mes choix. Ma mère a posé sa tasse avec un petit cliquetis. Nous avons vu cet article sur ton travail dans M, le magazine du Monde, le profil sur les défenseurs communautaires. J'ai hoché la tête, surprise qu'il l'ait remarqué. C'était un petit article, rien qui n'aurait normalement attiré leur attention. L'auteur te faisait paraître assez efficace, a dit mon père, luttant clairement pour trouver une terminologie neutre pour un travail qu'il ne valorisait toujours pas. J'aide les gens qui en ont besoin, ai-je dit simplement. C'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Un silence inconfortable s'est installé. J'ai réalisé qu'ils attendaient quelque chose, une ouverture peut-être pour reprendre notre ancienne relation à leurs conditions. J'ai beaucoup appris cette dernière année, ai-je dit finalement, sur moi-même, sur ce qui compte pour moi, sur ce que la famille devrait être. Et que devrait-elle être? Selon Marie Dubois, a demandé mon père, incapable de retenir une légère pointe dans sa voix. J'ai croisé son regard directement. L'acceptation sans condition, le soutien sans contrôle, l'amour sans arrière-pensée. Plutôt idéaliste, a-t-il raillé, mais avec moins de conviction qu'auparavant. Peut-être, ai-je reconnu, mais c'est ce dont j'avais besoin et que je n'ai jamais reçu de vous. Ma mère a tressailli légèrement, mais l'expression de mon père est restée soigneusement neutre. J'ai continué, ressentant une certitude calme. Je ne vous déteste pas. Je ne vous en veux même plus. Vous avez fait ce que vous pensiez être juste en fonction de vos valeurs, mais ce ne sont pas mes valeurs et elles ne le seront jamais. Mon père a commencé à parler, probablement pour défendre leur approche, mais ma mère lui a légèrement touché le bras. Il s'est calmé, un petit changement qui en disait long sur les changements dans leur propre dynamique. N'y a-t-il aucun moyen de revenir en arrière, a-t-elle demandé doucement. Pour redevenir une famille. J'ai considéré sa question sérieusement. Pas en arrière. Non. La relation que nous avions n'était saine pour aucun d'entre nous. Mais en avant, peut-être. Si vous pouvez accepter qui je suis, pas qui vous vouliez que je sois. Mon père a détourné le regard, luttant clairement avec ce concept si étranger à sa nature contrôlante. Je me suis levé, sachant que nous avions atteint la limite du progrès pour une rencontre inattendue. Ma porte est ouverte si vous voulez un jour connaître la vraie moi, pas seulement la fille décevante qui ne voulait pas suivre le plan du bois. Alors que je me tournais pour partir, mon père m'a appelé. Ta grand-mère serait fière. Les mots, si inattendus, m'ont arrêté net. J'ai regardé en arrière, cherchant le sarcasme ou la manipulation sur son visage, mais n'ai trouvé qu'une résignation fatiguée et peut-être la plus faible pointe de respect. Oui, ai-je convenu. Je pense qu'elle le serait. En rentrant chez moi à travers le quartier qui m'avait accueilli, j'ai réfléchi au voyage de l'année écoulée. La douleur du rejet m'avait façonné, mais ne me définissait plus. La famille dans laquelle j'étais né m'avait rejeté, mais dans cet exil, j'avais trouvé mon vrai moi. La richesse que ma grand-mère m'a laissée m'a apporté la sécurité. Mais le véritable héritage était son courage. L'exemple qu'elle a donné de rester fidèle à ses valeurs même si cela signifiait être seule. Ma fiducie m'a donné la liberté, mais mes choix m'ont donné un but. La famille, j'avais appris, n'était pas seulement une question de sang, de nom et d'héritage. C'était être vu et accepté pour qui l'on est vraiment. Parfois, on trouve cela au sein de sa famille de naissance. Parfois, on doit la créer pour soi-même parmi ceux qui vous choisissent comme vous les choisissez. Quant à mes parents, seul le temps dirait s'ils pourraient évoluer au-delà des attentes rigides qui leur avaient coûté une fille. J'avais laissé la porte ouverte, mais je ne me rabaisserai plus jamais pour passer par la leur.